Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons maintenant nous attaquer au milieu de jeu. Alors, nous avons vu des finales, nous avons vu des ouvertures. Qu'en est-il du milieu de jeu? Alors, la division de la partie en milieu, ouverture et finale est souvent floue et artificielle. Il n'est pas rare que des variantes données en ouverture plongent sérieusement dans le milieu de partie. Et lorsque le matériel, on va dire, moyennement conséquent sur l'échiquier, il peut parfois être difficile de dire, oh, c'est le final, ou oh non, on est encore en milieu de partie. Malgré tout, on peut quand même avoir un certain nombre de clés pour séparer ces zones. D'abord, les ouvertures, en théorie, on parle d'une position bien précise, une position initiale, et donc on peut répertorier les ouvertures possibles, surtout en fonction des parties qui ont été jouées. Ce n'est pas possible avec le milieu de jeu, parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités. Donc on ne peut pas répertorier une théorie des milieux de jeu, avec tous les milieux de jeu possibles. De même, au final, le nombre restreint de pièces permet une analyse plus ou moins exhaustive, mais en tout cas de répertorier un grand nombre de types de finales. Trop de matériel en milieu de partie ne le permet pas. Donc le milieu de jeu, c'est typiquement le domaine de la stratégie et de la tactique. Alors, quelle est la différence? La stratégie, ce sont les objectifs. L'objectif final, c'est le mat, hein, ou réussir à annuler. Mais il y a des sous-objectifs. On élabore des plans pour atteindre ces différents objectifs. On a déjà parlé d'un certain nombre de choses, comme le contrôle du centre, protéger le roi, etc. Et donc, c'est le plan général pour y arriver. Cela dépend beaucoup de l'ouverture, parce que le caractère donné par l'ouverture va plutôt fixer tel ou tel type de stratégie. La tactique, c'est plutôt un objectif très court, c'est quelques coups. C'est un ensemble de mouvements, une combinaison de mouvements pour obtenir un résultat donné, un gain matériel, une meilleure position ou simplement remplir un des objectifs choisis. La stratégie concerne l'ensemble de la partie, c'est le plan de déroulement de la partie, très fortement lié, comme je l'ai dit, à l'ouverture et qui se déroule pratiquement jusqu'au bout. Tandis que la tactique est un outil pour atteindre des objectifs à court terme et qui vont être utilisés pour la stratégie. La stratégie nécessite une bonne connaissance des ouvertures, de la théorie, et aussi un sens du jeu qui ne s'acquiert souvent que par la pratique, de l'instinct, parfois un certain art. La stratégie, c'est quelque chose de très difficile. Très difficile à la fois à étudier, mais aussi même à expliquer. Nous y viendrons, nous en parlerons, bien sûr. La tactique, c'est plus simple, plus ça concerne qu'un objectif court. Par contre, on doit examiner un coup, les réponses possibles, il peut y en avoir plusieurs, les réponses qu'on peut donner à ces réponses, donc ça peut être une gymnastique mentale pour examiner pas mal de coups en tête. Malgré tout, c'est plus simple, c'est juste du calcul, du pur calcul. Alors, on va donc commencer, comme la tactique est plus simple, au moins dans son principe, et est un outil de la stratégie, on va donc commencer par la tactique. Alors, on va commencer avec des exemples assez simples, mais très illustratifs, qui sont issus de parties réellement jouées. Puis, nous verrons toute une série d'exercices avec des solutions. Nous donnerons les solutions. Et ces exercices sont très simples, mais illustrent des caractères simples et importants des mécanismes tactiques. Regardons cette position. Elle est issue
de la partie Barska-Karpov, gagnée par Karpov, qui a été jouée à Caracas en 1970. Et elle illustre la force du pion passé. Donc le pion passé, c'est le pion qui ne peut plus se faire bloquer ou menacer par des pions ennemis. Donc il a le champ libre devant lui. Presque, parce qu'il y a évidemment d'autres pièces que les pions. Quand on parle de pion passé par rapport aux autres pions. Par exemple, ce pion-là n'est pas passé, il a un pion devant lui. Ce pion-là n'est pas passé, il y a un pion qui pourrait le capturer quand il passe. Par contre, s'il était là, il serait passé. Mais il peut se faire capturer par le fou. Mais on parle du pion passé une fois qu'il n'est plus bloqué par les autres pions. Le pion passé, s'il n'est pas directement menacé, peut être un outil très puissant. D'abord, il vise la promotion, qui est évidemment un objectif majeur. Et rien que la menace de faire une promotion peut en faire un véritable bélier. Donc, voyons cette partie où les blancs sont dans leur camp, les noirs dans leur camp, les rois sont bien protégés, les noirs ont des pions plus avancés au centre, et ils sont majoritaires sur les dames, où ici ils ont 2 pions contre un seul pion. Alors, les blancs ont joué fou et 3, dans le but d'attaquer le pion C. Et les noirs ont simplement joué tour F, C8 pour protéger leur pion, qui est attaqué par la dame et le fou et protégé par la dame et la tour. Puis ils ont joué dame D2, se désintéressant du pion, essayant peut-être de mieux positionner leur tour. Et là, Karpov a joué B4. Pardon. Il a joué B4. Et ça, c'est un très bon coup. C'est un très bon coup parce qu'il va créer un pion passé. Si les blancs ne le prennent pas, le pion avance d'une case, tout simplement. Et sinon, il capturera l'autre pion. Donc, A prend B4, C prend B4. Et voilà, nous avons un pion passé. Il n'a plus d'autres pions devant lui. Il est menacé par une tour, mais il est aussi protégé par une tour, et menacé par la dame, mais protégé par la dame. Donc, il n'y a pas de souci, le pion est passé et protégé. Alors, les blancs ont joué fou. Ils ont joué fou A7 de façon à attaquer la tour B8 qui protège ce pion passé. Les blancs ont simplement joué tour B5. Ils ont simplement déplacé leur tour. Oui, la tour était ici au départ, mais enfin ça ne change rien. Ils ont joué tour C1, ils ramènent leur force et essayent d'échanger. Donc tour prend C1, échec, dame prend C1. Il est crucial de garder l'œil sur ce pion. Donc ils ont repris de la dame. Et puis les noirs ont joué B3. Le pion avance. Il est toujours protégé, protégé par le fou et par la tour. L'idée, c'est que si il joue B2, tour prend B2, tour prend B2, dame prend B2,
et ensuite E4. Et le fou est condamné, parce que si le pion prend le pion, la dame va ici et fait mat, ou bien si il recule, le pion prend avec un nouveau risque de créer un nouveau pion passé, et en plus le fou ici est toujours très actif, donc oui, et alors en avançant le pion, excusez-moi, donc si l'idée c'est que sur B2 les tours prennent, la dame reprend, et E4. Tout simplement, menace le fou, et le fou ici attaque la dame. Donc les blancs perdent une pièce. Évidemment, les blancs l'ont compris. Les blancs ont compris ce piège, qui montre que ce pion, ce bête pion, simplement en avançant, peut faire des dégâts considérables. Et donc, ils ont tenté dame C6. La dame étant protégée, bien sûr, par le fou. Ils veulent faire des échanges. Et, ce n'est pas le meilleur coup. Il y avait certainement moyen de se défendre mieux. Vous pouvez essayer d'y réfléchir. Mais c'est ce qu'ils ont joué dans le but de faire des échanges pour essayer de soulager cette attaque du pion passé. Les noirs ont accepté l'échange. Dame prend C6 et fou prend C6. Et là, ils ont joué tour A5, ce qui attaque l'autre fou. Donc, ils ont joué fou E3. Ils ramènent le fou à la base. Et là, ils ont joué tour A2. Évidemment très fort, puisque ça menace à nouveau B2. Si le pion avance là, il est protégé par la tour, et donc il devient presque inarrêtable. C'est en tout cas, et en plus, une fois ce pion-là dégagé, il pourrait être protégé par le fou, la tour venir ici, donc là, le pion arrive à promotion très facilement. Donc ça, vous pouvez le vérifier en voyant ce que donnerait B2 s'il pouvait le jouer tout de suite. Donc, les blancs ont joué fou B5. Et là, les noirs ont quand même joué B2. Et là, ça devient très difficile pour les noirs. Vraiment très, très difficile. Ils ont joué roi G2 dans l'idée d'éviter un échec en cas de promotion sur la base. E4, comme j'ai dit, dégage le chemin de façon à protéger le pion avec le fou. Alors, ici, justement, il ne faut pas jouer D prend E4, parce que justement, tour à 1. Et alors, c'est fini. Ou bien la tour prend la tour, ou bien le tour prend le pion, mais se fait prendre, donc il perd une tour, ou alors ils prennent la tour, et le pion reprend la tour et fait une dame. Donc, les noirs ont simplement joué D4 dans le but de simplement bloquer à nouveau la diagonale du fou pour éviter cette manœuvre. Mais les noirs ont alors joué fou B3. Et là, c'est terminé. C'est terminé parce que le fou, en allant à cet endroit, ce qu'on ne peut pas empêcher, va déloger la tour ou l'attaquer et autoriser une promotion protégée par le fou. Dans tous les cas, vous pouvez essayer, dans tous les cas, les blancs perdent une pièce, au minimum. Et en perdant une pièce, ils perdent la partie. Parce qu'on entre alors en finale, avec une pièce de moins, inutile de prolonger l'agonie. Et après ce coup, les blancs ont immédiatement abandonné. Voilà, et dans la prochaine vidéo,
nous verrons un autre exemple issu d'une partie. Je vous remercie.